Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la véritable histoire du vol des joyaux de la couronne d'Angleterre par Thomas Bloud. Des sources suggèrent que Bloud naquit dans le comté de Clare, dans le royaume d'Irlande. Sa famille était respectable et prospère, selon les normes de l'époque. Son père possédait de nombreuses terres, et son grand-père faisait partie du parlement irlandais. Bloud fit ses études dans le Lancashire. À l'âge de 20 ans, il épousa Maria Holcroft, la fille de John Holcroft, un gentleman de Goulburn, et retourna en Irlande. Au déclenchement de la Première Guerre civile en 1642, Bloud retourna en Angleterre et prit d'abord les armes aux côtés des forces royalistes, fidèles à Charles Ier. Mais au fur et à mesure que le conflit progressait, il changea de camp et devint lieutenant auprès d'Oliver Cromwell. En 1653, à la fin des hostilités, Cromwell accorda des terres aux Bloud en paiement de leurs services et le nomma juge de paix. Mais après la restauration du roi Charles II, Bloud décida de s'enfuir avec sa famille en Irlande. Les confiscations et restitutions en vertu de l'acte d'établissement de 1662 conduisirent Bloud à la ruine financière, et pour obtenir une revanche, Bloud chercha à unir ses compatriotes cromwelliens en Irlande afin de provoquer une insurrection. Dans le cadre de ce mécontentement, Bloud conspira dans le but de prendre d'assaut le château de Dublin afin d'usurper le gouvernement et de kidnapper James Butler, premier duc d'Ormond, contre une rançon. Mais à la veille de la tentative, le complot avait déjà échoué. Bloud réussit à échapper aux autorités en se cachant avec ses compatriotes dans les montagnes et réussit finalement à s'échapper vers les Provinces-Unies hollandaises. Quelques collaborateurs de Bloud furent capturés et exécutés. Lors de ce séjour dans la République hollandaise, Bloud gagna la faveur de l'amiral de Ruyter, un adversaire des forces anglaises dans les guerres anglo-hollandaises qui fut impliqué dans le soulèvement écossais de Pentland en 1666. À un moment donné, au cours de cette période, Bloud s'associa au riche Georges Villiers, second duc de Buckingham, qui selon les commentateurs du XIXe siècle, utilisait Bloud comme un moyen de punir ses propres adversaires politiques. En 1670, malgré son statut d'homme recherché, Bloud retourna en Angleterre en prenant le nom d'Elof et exerça comme médecin ou apothicaire à l'est de Londres. Depuis le retour d'Ormond en Angleterre, ce dernier avait élu domicile à Clarendon House, et bien caché, Bloud suivait les mouvements d'Ormond et avait constaté qu'il revenait fréquemment tard le soir, accompagné d'un petit nombre de valets. Dans la nuit du 6 décembre 1670, Bloud et ses complices attaquèrent Ormond. Il fut traîné hors de son carrosse, lié à l'un des hommes de main de Bloud et amené à cheval le long de Piccadilly avec l'intention de le pendre à Tyburn. Le gang épingla un papier sur la poitrine d'Ormond, énonçant les raisons de sa capture et de son meurtre. Mais Ormond réussit à se libérer et s'échappa. Le secret de ce complot signifiait que Bloud ne fut pas suspecté du crime, malgré une récompense offerte pour la capture des mystérieux assassins. En présence du roi, le fils de James, Thomas Butler, accusa le duc de Buckingham d'être derrière ce crime, et il menaça de tuer Buckingham si son père James était assassiné. Après ce méfait, Bloud ne resta pas dans l'ombre bien longtemps, et en l'espace de 6 mois, il tenta de voler les fameux joyaux de la couronne. Au printemps 1671, il visita la tour de Londres, habillé en pasteur, et accompagné d'une compagne se faisant passer pour sa femme. Les joyaux de la couronne pouvaient être vus en échange d'une redevance au gardien. Tout en regardant les joyaux de la couronne, l'épouse de Bloud simula une douleur à l'estomac et supplia le nouveau maître des joyaux, Edward Talbot, âgé de 77 ans, de lui chercher quelques médicaments. Compte tenu de la proximité des quartiers domestiques du joaillier avec le site de l'agitation, la femme d'Edwards les invita à l'étage de leur appartement le temps qu'elle retrouve ses esprits. Après quoi Bloud et sa compagne remercièrent les Edwards et repartirent. Les jours suivants, Bloud retourna à la tour pour visiter les Edwards et présenta à Madame Edwards 4 paires de gants blancs en guise de remerciement. Petit à petit, Bloud commença alors à rentrer dans les bonnes grâces de la famille. Une offre fut faite pour qu'un neveu fictif de Bloud épousât la fille des Edwards, qui selon Bloud serait admissible en vertu du mariage à un revenu de plusieurs centaines de livres. Le 9 mai 1671, dans la poursuite de cette tromperie, Bloud convainquit Edwards de lui montrer les bijoux, ainsi qu'à son neveu supposé et 2 de ses amis, en attendant un dîner que Madame Edwards devait organiser pour Bloud et ses compagnons. L'appartement du joaillier se trouvait dans la tour Martin, au-dessus d'un sous-sol où les bijoux étaient conservés, derrière une grille métallique. Les rapports suggèrent que les complices de Bloud portaient des cannes qui cachaient des lames de rapière, des poignards et des pistolets de poche. En entrant dans la maison des joyaux, l'un des hommes fit semblant de faire la garde à l'extérieur, tandis que les autres rejoignaient Edwards et Bloud. La porte fut fermée et un manteau jeté sur Edwards, qui fut sonné avec un maillet, frappé au sol, lié, bâillonné et poignardé afin de le maîtriser. Après avoir enlevé la grille, Bloud utilisa le maillet afin d'aplatir la couronne de Saint-Édouard afin qu'il puisse la cacher sous son manteau. Un autre conspirateur, le beau-frère de Bloud, Hunt, brisa le sceptre en 2 car il ne rentrait pas dans son sac, tandis que le troisième homme, Perrault, fourra l'orbe crucigère dans son pantalon. Pendant ce temps,
Edward refusa de rester soumis et tenta de rompre ses liens. Les récits varient quant à savoir si la lutte d'Edward a causé suffisamment de perturbations pour sonner l'alarme ou si la tentative a échoué dans des circonstances plus fortuites. Toujours est-il, alors que Blood et sa bande s'enfuyaient vers leurs chevaux, ils laissèrent tomber le sceptre et blessèrent un gardien qui tentait de les arrêter. On raconte qu'alors qu'ils couraient le long du quai de la tour, ils se seraient joints aux appels des gardes pour semer la confusion chez les gardes jusqu'à ce qu'ils soient pourchassés par le capitaine Beckham, beau-frère du jeune Edward. Blood lui tira dessus, mais rata son tir et fut capturé avant d'atteindre la porte de fer. La couronne tomba du manteau de Blood, qui fut alors retrouvé alors qu'il se débattait, luttant en déclarant « C'était une tentative galante, même infructueuse. C'était quand même pour une couronne. » Le globe et l'orbe furent récupérés, bien que plusieurs pierres étaient manquantes. Après sa capture, Blood refusa de répondre à qui que ce soit d'autre que le roi, et fut par conséquent emmené au palais enchaîné, où il fut interrogé par le roi Charles, le prince Rupert et d'autres. Le roi Charles demanda à Blood « Et si je devais vous donner votre vie ?» Et Blood lui répondit « Je m'efforcerai de la mériter, sire. » Au grand désespoir d'Ormond, Blood fut non seulement gracié, mais on lui donna aussi des terres en Irlande et une enveloppe d'environ 500 livres par an. En revanche, la famille d'Edwards reçut moins de 300 livres par le roi, une somme qui n'a jamais été payée en totalité, et il retourna à ses fonctions à la tour, régalant jusqu'à sa mort les visiteurs avec cette histoire de tentative de vol. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Thomas Blood et de cette tentative du vol des joyaux de la couronne. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.